il faut d'abord poser les deux caractères, Trump et Zelensky. Zelensky se comporte comme un enfant gâté, qui croit qu'il peut demander n'importe quoi et on va certainement lui donner. Pourquoi? Parce qu'il est contre les Russes et il est convaincu que les États-Unis et l'Occident sont absolument contre les Russes et vont faire n'importe quoi. Donc l'enfant gâté, Trump, c'est le type qui veut avoir les pieds sur terre, qui ne veut pas faire une guerre pour juste avoir une guerre, qui comprend que la guerre fait perdre de l'argent aux États-Unis, 300 milliards de dollars qui ont été donnés à Zelensky. Des morts chez Zelensky et chez les Russes. Trump essaie d'avoir les pieds sur terre. C'est un homme d'affaires qui a les pieds sur terre. Et il aimerait bien que ceux qui parlent avec lui puissent réfléchir de la même façon que lui. Mais il sait que Zelensky est un enfant gâté. D'ailleurs, il faut voir comment il se comporte envers l'OTAN, l'Europe, les États-Unis. Il impose ce qu'il veut. Parce que les Ukrainiens sont en train de mourir soi-disant pour l'Europe et pour les États-Unis. Alors, Trump l'a reçu et a essayé d'être détendu, de le détendre aussi. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est absolument vrai. Il suffit d'un rien. Les Russes ont déjà toutes les armes qu'il faut pour détruire l'OTAN complètement, pour détruire une partie des États-Unis. Les Américains ont aussi des armes qui peuvent détruire une partie de la Russie. Mais on dirait que les Russes ont une avance sur les États-Unis en ce moment. Ça, j'ai entendu des généraux américains le dire. Entre 5 et 7 années d'avance. Ça signifie que des armes telles que l'Oreshnik des Russes ne peuvent pas être arrêtées par les armes américaines. Et les Américains n'ont pas d'armes que les Russes ne peuvent pas arrêter. Ça signifie que les Russes ont une avance sur les Américains. Et donc, il faut faire attention avec les Russes. Quand ils parlent, il faut faire attention. Et je crois que le groupe politique, le parti politique des républicains aux États-Unis se sont dit, arrêtons le jeu ici et en notre défaveur. Nous n'avons pas une armée qui puisse tenir devant l'armée russe s'il s'agit d'une guerre entre soldats. Mais nous n'avons même pas les moyens, les missiles qu'il faut pour arrêter les missiles russes. Certains missiles russes peuvent être arrêtés et d'autres pas du tout. Ça signifie que nous sommes perdants. Mieux vaut parler paix plutôt que de parler guerre. C'est ce qui est en train d'arriver. On dit comme si c'était des blagues. Vous savez, la dernière fois que les Russes ont lancé un Oreshnik, la première et la dernière fois, sur l'Ukraine, l'Oreshnik, le missile, a fait de graves dégâts. Il y a eu des discussions à l'OTAN et dans les armées américaines. Non, ça n'est pas tellement avancé, ce missile ne va rien faire, nous pouvons toujours le défendre. Quelle a été la réponse de Poutine? Intéressant de voir quelle réponse il a donnée. Il a proposé aux Américains et à l'OTAN de placer le char, le camion, hommes de troupes et tout ça quelque part. Et les Américains et les Russes allaient s'entendre pour un jour. Les Russes allaient lancer l'Oreshnik ce jour-là, à cette heure-là, sur ce que les Américains et les autres auront mis en place. Et on verrait quels seraient les dégâts. Comme ça, on sera sûr que l'Oreshnik peut faire tel et tel dégâts. Vous imaginez un peu un chef d'État en guerre qui dit à l'ennemi, prenez vos chars, mettez-les quelque part. Moi, je vais lancer mon missile. On va voir si mon missile est destructeur ou pas. J'ai trouvé que c'était l'une des rares fois où Poutine se moquait carrément des autres. Il se moque d'une façon cynique
des Américains et des autres. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une guerre que l'Ukraine ou je ne sais pas où la France pourrait gagner contre la Russie. Non. Les 3 dernières guerres qui ont eu lieu, Napoléon a été battu en Russie. Hitler a été battu en Russie. Et il y a eu une 3e guerre. Les Américains et les Anglais ont attaqué la Russie vers 1917-1918. Ils ont envoyé leurs troupes pour défendre le roi, le tsar, qui venait d'être renversé par les soviets, par Lénine et ses amis. Les Américains ont envoyé des troupes en Russie et ils ont été écrasés. Je ne vois pas un pays se battre contre la Russie en ce moment. La Russie, c'est, du point de vue de la population, n'est pas très importante. Elle est peut-être dans les plus ou moins autant de gens que le Congo, la RDC. Mais la Russie a gagné toutes les guerres qui lui ont été imposées. Et la Russie n'a pas commencé une guerre, elle, aucune guerre. Et toutes les guerres qui lui ont été imposées par des armées formidables. L'armée d'Hitler, par exemple. L'armée d'Hitler est arrivée jusqu'à Stalingrad. Elle est arrivée jusqu'au début de Moscou. Elle a occupé une partie de Moscou. Elle a occupé Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, qui s'appelait en ce moment-là Leningrad. Ils ont occupé Leningrad, ils ont fait des choses terribles. Et puis les Russes qui se préparaient de l'autre côté, à l'est, les Russes ont attaqué. Ils ont repoussé l'armée allemande jusqu'à Berlin. Ils ont pris Berlin. C'est après qu'ils vont diviser Berlin en 2. Ils ont pris Berlin et ils ont amené Hitler à se tuer, à se suicider. Donc jusque-là, s'il y a une armée qui est très forte, en tout cas parmi les armées les plus fortes du monde, il y a l'armée russe. Mais, comme je l'ai dit, la population russe est à peu près 120 millions, 145 millions. La population américaine à peu près 345 millions. Et en termes de produit intérieur brut, la Russie est à la 5e place, plus ou moins comme la France. Mais la Russie produit le plus grand nombre d'ingénieurs, de techniciens et de savants en matière de production de nouvelles armes, de nouveaux instruments, etc. C'est l'un des tout premiers du monde. Et maintenant, la Russie a dépassé les États-Unis. On doute pour ce qui est de la Chine. La Chine est en train de faire des choses qui étonnent tout le monde. On ne sait pas. On va en arriver. Mais en tout cas, la Russie est bien avant les États-Unis, alors qu'elle ne détient à peu près que 5% du PIB américain. Donald Trump. D'accord. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien, mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment. Non plus. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à
s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui, nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens, il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. Trump ne croyait pas que Zelensky allait se comporter de cette façon-là. C'est pour ça qu'il a mis le vice-président à côté de lui. Le vice-président devait attaquer Zelensky, tandis que lui, Trump, ne lui disait que de bonnes choses. En fait, il a dit de bonnes choses à Zelensky jusqu'à un certain moment. Lorsque Zelensky n'a pas accepté l'idée de paix, Trump lui a dit « Mais des millions de gens sont en train de mourir, il faut arrêter cette histoire-là. » Trump s'est très bien comporté. Celui qui attaquait Zelensky, enfin qui attaquait certaines choses, c'est le vice-président Vance. Trump a été, selon moi, plutôt correct. Mais comme Zelensky est un enfant gâté, il croit qu'on doit l'écouter, il peut dire n'importe quoi. Il a dit des choses. Vance lui a même dit, jusque-là nous ne t'avons pas entendu nous remercier pour ce que nous avons fait pour la... Et Zelensky a haussé le ton. La victoire de la Russie par l'échec de l'Ukraine. La Russie a les hommes, les armées, les missiles, les chars qu'il faut. La Russie n'a utilisé qu'une petite partie de ses avoirs. Tandis que l'Ukraine n'a rien. En ce moment-ci, par exemple, l'Ukraine n'a rien. L'Ukraine compte sur les autres, sur d'autres pays. Sur la France qui est en train de tomber dans des difficultés. L'Allemagne commence à s'éloigner. La Grande-Bretagne tient encore. Mais l'Ukraine n'a plus beaucoup d'amis qui peuvent intervenir directement. Tandis que la Russie ne compte que sur ses possibilités à elle. Et elle a des possibilités énormes. Énormes. Il suffit de lire certains documents, vous vous rendez compte que la Russie est très avancée. L'Ukraine n'aurait pas dû entrer en guerre contre la Russie. Vendredi soir, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, s'est déroulée sous l'objectif des caméras du monde entier une scène sidérante, marquée de brutalité, de volonté d'humiliation,
dont le but était de faire plier par la menace le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il se rende aux exigences de ses agresseurs. Le tout résumé en une phrase devant les caméras de la planète: ou bien vous trouvez un accord avec Poutine, ou bien nous vous laissons tomber. Pour l'honneur de la responsabilité démocratique, pour l'honneur de l'Ukraine, et j'ose le dire pour l'honneur de l'Europe, le président Zelensky n'a pas plié, et je crois que nous pouvons lui en manifester de la reconnaissance. C'est une guerre de l'impérialisme américain qui tenait à aller se mettre à la frontière de la Russie. Vous savez, l'entrée pour une armée vers la Russie passe par l'Ukraine. Ne passe pas par la Pologne ou d'autres pays qui sont plus au sud. Non, c'est l'Ukraine qui est une espèce de plaine et on peut passer par là et attaquer la Russie. Donc il y avait un plan pour attaquer la Russie en utilisant l'Ukraine. Et on a commencé par bombarder les Russes qui sont en Ukraine, dans le Donbass, etc. Poutine a demandé que ça s'arrête. On n'a pas arrêté, mais les Occidentaux se croyaient très malins, au point qu'ils se sont dit non, on va s'entendre, on se met ensemble, on signe un document commun. L'accord de Minsk. Et Poutine a cru dans l'accord de Minsk. Mais lorsqu'il va entendre Merkel dire « Nous avons signé ça pour que l'Ukraine puisse s'armer et puisse commencer la guerre a commencé lorsque l'Ukraine s'est mise à bombarder les Russes qui sont dans le Donbass. Les Russes qui sont en Russie ont dit « Arrêtez, ne faites pas ça. C'est votre peuple, vous êtes nos amis, vous êtes nos frères. Arrêtez. Nous serons obligés de défendre ces gens-là. » Mais les Américains qui géraient l'Ukraine en ce moment-là, l'Ukraine était gérée par les Américains. Victoria Nuland et les autres, Hunter Biden étaient là, en Ukraine. En ce moment-là, ils ont dit aux Ukrainiens, ne les écoutez pas, nous sommes là, nous allons vous défendre. Ils n'ont pas osé. Les Occidentaux ne croyaient pas que la Russie allait attaquer. Jusqu'à à peu près 4-5 jours avant que la Russie attaque. C'est en ce moment-là que Biden va recevoir un rapport des services de renseignement qui disent « Les Russes vont attaquer ». On entend 3-4 jours avant que la Russie n'attaque, Biden répétait à plusieurs reprises « Ils vont attaquer ». Et le 4e jour, ils ont attaqué. Trop tard. La guerre avait déjà commencé. Donc la guerre n'a pas été commencée par les Russes. La guerre a été commencée par l'OTAN. Et les Russes n'ont fait que défendre leurs frères qui sont dans le Donbass et leur propre sécurité. Parce que si ils avaient laissé faire, l'OTAN allait s'installer aux portes de la Russie. Et donc, l'OTAN pouvait bombarder n'importe quoi en Russie et ce serait trop tard. Donc, c'est une prise de défense, comment je pourrais dire, prudentielle. La Russie a posé certains actes par prudence pour être sûr qu'on n'allait pas utiliser le terrain, le territoire ukrainien pour l'attaquer. Et pourquoi est-ce que les Occidentaux voulaient attaquer la Russie? Parce que la Russie est comme le Congo, plein de terres rares, plein de coltan, plein de ceci, plein de ça, plein de pétrole. Et il ne faut pas oublier, c'est le plus grand pays du monde, 7 millions de kilomètres carrés. Donc les Occidentaux visent ces matières-là et se sont dit, il faut affaiblir le pouvoir politique russe pour être sûr de lui imposer nos solutions à nous, c'est-à-dire nous allons nous enrichir et eux, ils seront là pour nous enrichir. L'OTAN va peut-être sauter en 1000 morceaux. L'OTAN n'arrive pas en fait à dire nous vous abandonnons, parce que le dirigeant qui va dire ça, à part Orban qui lui a tout le temps dit avant,
Non, 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 il ne faut pas faire cette guerre, ça n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, il y a des gens du pays d'Orban qui sont en Ukraine, qui sont malmenés par les Ukrainiens. Ah, il les défend. Mais la plupart des chefs d'État occidentaux ne peuvent pas dire ça. Dès qu'ils disent ça, leur population vous dit, tiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent changer de point de vue comme ça? Ils lâchent les Ukrainiens au moment où les Ukrainiens sont battus. Ça, c'est de la lâcheté, ce sont de mauvais chefs, etc. C'est pour ça qu'ils tiennent des discours ambigus et presque, mais ils maintiennent, première chose à dire, nous allons défendre l'Ukraine. Je vais revenir sur mon point de vue sur Trump. Avant, je le trouvais un peu, je ne vais pas dire vulgaire, un peu irrationnel, un peu trop, il réagissait un peu trop vite et disait n'importe quoi. Je n'aimais pas beaucoup sa personne. Pourtant, j'étais pro-républicain. J'ai toujours été contre les démocrates au vu de ce qu'ils ont fait dans notre pays. Notre pays a connu les plus grandes difficultés, toujours quand il y a un démocrate au pouvoir. Cette guerre de 30 ans que nous avons, cette histoire avec Kagame, ce sont les Américains, Clinton, Bill Clinton qui a lancé ça. Avant cela, à part Obama qui a demandé à Kagame d'arrêter ce qu'il était en train de faire, et aussi le président, il est mort il n'y a pas longtemps, était quand même assez gentil avec le Congo. Sinon, les démocrates, ce sont eux qui amènent les guerres au Congo. Et j'ai toujours été contre. Quand j'étais dans les premiers instants, j'étais peut-être au moment où je suis étudiant, où je suis en train de terminer les universités, je dis à mes amis, je n'aime pas les démocrates. Mes amis étaient très surpris. Comment est-ce que quelqu'un peut ne pas aimer des démocrates? La démocratie, c'est la plus grande des choses. Mais ces démocrates-là, ils s'appellent démocrates, mais il faut voir ce qu'ils font. Ils font des choses terribles. Les républicains, pendant un certain temps, avaient mauvaise presse. Mais j'étais, je crois, parmi les premiers à les appuyer ici au Congo. J'ai toujours dit, non, si un chef d'État passe, ce chef d'État est démocrate aux États-Unis, attendez-vous des difficultés au Congo. Donc, du temps de Clinton, il y a eu le début du massacre de 30 millions de Congolais. Et maintenant, on voit un chef d'État qui est raisonnable, qui est pour la paix, qui ne veut pas que les gens meurent, qui ne veut pas que les chefs d'État africains volent l'argent de leur pays et aillent mettre cet argent-là aux États-Unis alors que leurs populations sont en train de se faire. C'est Trump. Comment ne pas être d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui. Le nouveau Trump n'est pas exactement l'ancien, hein? Bien au contraire. Il a beaucoup évolué et il a évolué du bon côté. Pour les Européens, il n'est pas du bon côté pour les Européens, les dirigeants occidentaux. Il fallait qu'ils continuent à faire des guerres, à tuer, à aller voler les migrants dans les pays africains, etc. Parce que cela renforçait un peu les pays occidentaux. Mais voilà que Trump dit, nous n'allons pas faire ça. Nous allons parler paix, nous allons installer la paix, nous allons arrêter les voleurs, etc. Non, je le supporte maintenant, pour ces raisons-là. Ah oui, je ne crois pas qu'il a changé. Jusque-là, on ne voit pas. Il y a bien sûr le Deep State, qui, lui, peut continuer à avoir les mêmes mauvaises idées là, qui font qu'il y a des millions de gens qui meurent dans le monde suite à l'action des États-Unis. Mais lui, en tant que chef d'État, c'est l'homme le plus important. S'il décide réellement de ne pas faire de guerre, d'arrêter les guerres, toutes les guerres, tant mieux. Et je crois que c'est le genre d'homme à vous dire tout simplement la vérité, qu'elle vous blesse ou pas. Il a dit qu'il ferait la paix, qu'il imposerait la paix aux nations. C'est une très bonne chose, je l'encourage.